Eh bien, bonjour à tous. Alors, bienvenue dans cette nouvelle séance du séminaire architecture de la chaire de philosophie à l'hôpital sur l'Adamant. Donc, c'est la troisième séance du séminaire de cette année, donc de cette quatrième année, qui est une forme de complément, comme je vous l'avais dit, des deux premières séances qui s'appelait Rester vertical et qui était une proposition de reformulation des enjeux du séminaire, avec cette notion de verticalité qui traversait un peu un ensemble qui permettait de rentrer dans le sujet de différents biais, notamment pour esquisser une critique du flux qui était un petit peu le grand sujet de la première séance. Et puis la notion de verticalité, ensuite on l'a un peu décliné en philosophie, en psychanalyse, et puis surtout pourquoi j'avais choisi ce terme à ce moment de l'année, c'est parce que c'est un terme qui a un sens particulier dans les recherches, notamment du côté de la psychomotricité, les recherches sur l'autisme. Et donc voilà, je vous avais présenté quelques projets en fin de la séance dernière, et donc comme promis on va avoir maintenant une troisième séance en complément avec donc Gaston Tolila et Nicolas Gilliland de l'agence Tolila Gilliland. Il y a eu un gros brainstorming pour trouver le nom, j'imagine. C'est ça. Qui vont présenter donc trois projets dans le domaine du soin. Donc c'est une agence qui a une grosse dizaine d'années, qui d'emblée s'est positionnée sur la question du soin, parce que vous avez commencé avec un projet de dispensaire ensemble, c'est ça? Et puis c'est des sujets que vous travaillez depuis longtemps. Et donc trois projets aujourd'hui, un projet donc d'hôpital de jour à Chevilly-Larue, un projet à Soisy, avec l'ASM 13 que certains connaissent ici. C'est une institution qui est assez importante dans l'histoire de la psychiatrie parisienne, et notamment du point de vue de l'architecture. On avait évoqué très brièvement il y a longtemps le cas de Nicole Sonolé, qui est une architecte qui avait travaillé avec Philippe Haumel, avec déjà des choses assez intéressantes. Et puis un troisième projet à Meulan, toujours pour l'élan retrouvé, c'est ça? C'est toujours le même maître d'ouvrage. Voilà, qui va être un troisième projet présenté, sachant que pour ce dernier projet, l'agence a remporté l'équerre d'argent dans la catégorie lieu d'activité, ce qui est, pour ceux qui ne connaissent pas l'architecture, c'est les Oscars de l'architecture, donc c'est une très très belle récompense qui récompense un très beau projet. Donc avant de vous passer la parole, je voulais juste remontrer rapidement le programme de l'année. Donc on est le 14 décembre, donc c'est à partir de la prochaine fois on lance une nouvelle séquence qui va être un peu déconnectée des lieux de soins, où on va être dans une compréhension plus holistique du soin. Et on va commencer avec Léopold Lambert, donc, qui est architecte et rédacteur en chef de la revue Funambuliste, qui va parler de l'architecture comme arme coloniale. Et voilà, c'est l'usage qui est fait de l'architecture dans les dispositifs de colonisation. Et plus généralement, donc c'est dans une vision de l'architecture comme un outil disciplinaire, comme un outil de contrôle des populations. On aura ensuite deux séances particulières, séances Adamant, donc qui sont prises en charge par l'Adamant, et en particulier par deux personnes membres de l'équipe soignante, qui sont Bruno Voyot, que j'ai pas vu, qui est pas là ce soir je crois, qui va faire une séance sur le déplacement des patients dans la ville, et en particulier sur la marche, à partir de laquelle, voilà, à partir de quelques cas cliniques, il va dérouler toute une analyse des modalités de déplacement des patients dans la ville, et donc de la manière dont les patients habitent la ville. Une séance organisée par Élise, qui est là par contre, qui est là-bas, Élise Andreux, donc qui va travailler, qui va nous raconter, notamment en s'appuyant sur l'expérience d'un groupe de soignants ici qui se déplacent à domicile chez les patients pour aller assurer des opérations de réparation, de maintenance, de soins des domiciles. Donc à partir de ça, c'est de réfléchir aux relations entre domicile et soins, avec une perspective métropolitaine, mais aussi informée par une expérience à Mayotte, où cette relation entre domicile, maladie et soins est particulière. Et puis deux séances pour clôturer l'année avec deux invités. Éric Chauvier, donc anthropologue bien connu des architectes,
donc qui va faire un travail sur Heidegger et le soin chez Heidegger. C'est pas forcément intuitif le soin chez Heidegger, mais pourtant il y a beaucoup de choses à dire. Et puis une dernière séance conclusive avec Jérôme Denis, donc qui est sociologue et qui a sorti un livre l'année dernière qui s'appelle Le soin des choses, avec David Ponty qui sera peut-être là aussi, et qui sera aussi une séance qui va répondre un peu à la séance d'Élise sur la question de la maintenance et du soin. Et puis voilà, voilà pour le programme de l'année. Donc je passe la parole à Nicolas Guililang et Gaston Tolila qui vont vous présenter leur travail. Très bien. Merci Eric. Bonsoir à tous. Nous allons donc vous présenter à deux voix effectivement notre travail d'architecture. Là, donc à travers donc trois projets hospitaliers comme on l'a évoqué là. Je ne sais pas si je peux, oui, enlever. Ouais, je fais ça. Hop. Voilà. Donc cette présentation est un peu effectivement dans un cadre un peu plus large, c'est-à-dire de comment, on l'a résumé par cette phrase-là, comment créer un environnement bâti favorable au développement des nouvelles formes de soins pour les personnes souffrant de troubles psychiques. Donc c'est trois exemples ici assez différents en population et en contexte, où vous voyez trois images des endroits avec des équipes différentes, et puis des solutions par contre architecturales qui se recoupent, qui se rejoignent, et qui sont aussi beaucoup de travail sur la matière, sur les matériaux comme support et comme accueil des patients et des soignants et du soin en général, quoi. Donc on va faire souvent beaucoup d'allers-retours entre le programme, les usages de ces trois hôpitaux, et puis les matériaux et l'architecture de manière plus générale. Donc on commence tout de suite. Ouais. On commence tout de suite par un premier hôpital, donc un hôpital de jour pour des enfants autistes, donc qu'on a réalisé pour la fondation L'Élan Retrouvé à Chevilly-la-Rue. Donc Chevilly-la-Rue, c'est une commune qui est au sud de Paris, hein. Donc ça, c'est un bâtiment qu'on a déjà, donc est terminé, hein, qui est en usage, et dont on va vous raconter donc à la fois le processus de conception depuis vraiment le tout début, et puis après jusqu'au bâtiment terminé et son usage. Et on va le faire de la même manière sur les trois exemples qu'on vous présente ce soir. Donc d'abord, effectivement, le site et le programme. Donc à Chevilly-la-Rue, c'est le site qu'on nous a donné pour imaginer cet hôpital. C'est un site qui était déjà hospitalier, c'est-à-dire qu'accueillait déjà l'hôpital de jour, mais dans des bâtiments qui étaient assez mal fichus. C'est les petits bâtiments qui en haut là, qui étaient cachés dans les arbres là, et qui n'étaient pas du tout faits pour ça, qui étaient des bâtiments d'ailleurs d'étables au départ, qui avaient été réhabilités et qui faisaient partie d'un site hospitalier général, puis d'une congrégation religieuse. Donc c'est le grand bâtiment qu'on voit au premier plan, avec un espace boisé classé, donc un site très boisé avec une présence d'un très beau jardin, et donc un lieu qui fonctionnait déjà bien dans son environnement, mais pas du tout dans son architecture, notamment parce que les trois bâtiments existants étaient morcelés, c'est-à-dire séparés les uns des autres, et donc ça donnait un fonctionnement de l'hôpital pas du tout efficace, et notamment en hiver, où il passait tout le temps de l'intérieur à l'extérieur, mais avec beaucoup de contraintes. Voilà le site, comme on l'a découvert au début, donc très boisé, un peu sauvage d'ailleurs. Et puis donc l'idée d'une implantation d'un bâtiment qui vient donc remplacer trois bâtiments qui étaient éclatés. Donc c'est le rectangle noir là qu'on voit, hein, un peu à la limite, finalement à la limite d'un quartier de ville et puis d'un vrai parc. Donc c'est cette situation particulière qu'on a travaillé.
Et le tout début de ce travail, donc là on voit la situation, ce bâtiment avec le parc. Le tout début de ce travail, ce qui était intéressant, c'est qu'on a travaillé tout de suite avec les équipes soignantes pour élaborer le programme. C'est plutôt que d'avoir et ça a été le cas dans les 3 exemples qu'on montre ce soir. C'est-à-dire, ça c'était vraiment très important, parce que plutôt qu'on nous donne un programme tout fait par un programmiste ou par quelqu'un d'extérieur, là on a eu la chance de pouvoir dialoguer avec les équipes soignantes, avec des groupes de travail à chaque fois, pour comprendre quels étaient leurs besoins, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas, et quelles étaient leurs attentes pour imaginer ensemble quelque chose de possible. Et puis, alors il y a à la fois le fonctionnement, on va en parler juste après, et puis il y a aussi l'image que ça renvoie, l'image du bâtiment et son intégration dans un site. Ici, c'était important de travailler un travail avec les enfants, puisque donc c'est une vingtaine d'enfants autistes qui sont tous différents, qui ont tous des façons d'être différentes, des comportements différents et des prises en charge différentes. Donc qui sont accueillis dans cet endroit-là, avec également une vingtaine de soignants. Donc c'est très encadrant. Et il fallait aussi réfléchir à la fois au fonctionnement et à l'image que ça renvoyait, déjà de prime abord. Donc on a commencé ce travail aussi avec un travail de maquette. C'est pour ça qu'on montre une petite maquette d'études qu'on a faite dès le début et qui nous a servi aussi de dialogue justement avec les soignants dès le début pour commencer à discuter des premières idées. Et assez rapidement, une des premières idées, c'était ne pas faire d'hôpital. C'est-à-dire ne pas faire un bâtiment qui ressemble à un hôpital, une barre blanche avec des couloirs de part et d'autre, comme tous les hôpitaux qu'on connaît, et qui renvoie cette image clinique sèche, un peu pas d'image caricaturale en tout cas de l'hôpital. Et comment est-ce qu'on pouvait décaler ça en gardant un lieu de soins qui est bien identifiable, mais qui pouvait aussi renvoyer une autre image d'un endroit où les enfants sont accueillis tous les jours. Hein, c'est-à-dire qu'il y en a qui viennent tous les jours là, en remplacement de l'école, quoi. Donc un hôpital de jour, c'est qu'ils viennent la journée, puis le soir ils rentrent chez eux. Hein. Donc on va voir comment on a travaillé sur ce thème-là, et notamment dans la forme du bâtiment. Ce travail d'aller-retour avec l'équipe médicale, ça aboutit alors à un des schémas comme celui-là. Alors je crois que Eric parlait dans une autre séance des diagrammes qui étaient un peu plaqués ou qu'on nous donnait de manière figée. Là cette forme-là est figée, mais c'était pas le processus n'était pas figé. Le processus était très vivant, justement d'arriver à commencer à placer dans l'espace les différentes fonctions, c'est-à-dire à la fois des espaces des bureaux de consultation avec les médecins, avec les ergothérapeutes, avec les éducateurs, avec l'assistance sociale, avec une infirmerie, et puis en même temps avoir des ateliers d'accueil, des ateliers thérapeutiques pour des activités, beaucoup plus, pour le coup, beaucoup plus vivants, avec plus collectif, et plus bruyant aussi. Et puis plein d'espaces jusqu'au petit gymnase, une salle à manger, un espace réfectoire qui était beaucoup plus grand. Donc on a réfléchi avec eux à la fois sur les circulations, sur la taille de ces espaces, plutôt une succession de petits espaces, parce qu'il y avait une grosse question d'acoustique et d'avoir des espaces qui étaient calmes. Okay. Et puis, l'acoustique était un des critères en fait très importants. Là, par exemple, dans ce diagramme-là, il y a des petits B et des petits C, donc c'est les espaces bruyants et les espaces calmes. Donc ça a été une des manières d'organiser les espaces pour regrouper d'un côté le calme, de l'autre côté là où il y avait plus d'activité, puisque avec aussi la question de l'autisme, c'est aussi la question des stimuli extérieurs, et donc de baisser les stimuli, de ne pas tous les avoir en même temps, en tout cas,
Et le son est une question assez importante là-dedans. Également le rapport à l'extérieur, donc on le voit là sur le parc, on va le voir après dans tout ça. Donc on est arrivé, une fois qu'on a fait ce travail-là, on est arrivé à une des premières idées de plan, donc là d'organisation du plan, à la fois dans la parcelle et puis à l'intérieur, donc cette succession d'espaces, et à chaque fois d'ouverture sur l'extérieur, c'est-à-dire que chaque circulation donne toujours sur l'extérieur, a toujours de la lumière naturelle, et a toujours une échappée visuelle sur un jardin, un arbre, un extérieur. Et aussi, discussion qu'on a pu avoir avec le docteur Mélanie Ferreri, donc, qui est la chef de service ici, c'était, il y avait plein de petites choses. Il y a des choses, on s'est dit, les enfants, ils déambulent beaucoup, et elle voulait absolument pas que les enfants tournent en rond dans le bâtiment, littéralement. Donc il ne fallait pas qu'il y ait de circulation qui soit en boucle fermée. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à des couloirs en fait, qui débouchent sur l'extérieur et qui font que s'il y a une boucle, en tout cas, c'est un parcours beaucoup plus complexe, c'est-à-dire qu'on est à l'intérieur du bâtiment, on sort dehors et après on re-rentre dans le bâtiment. Et ça permet d'avoir des variations d'itinéraire aussi là-dedans. La question de l'image de bâtiment, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, assez vite on est parti aussi du dessin de l'enfant, de la forme archétypale de la maison. Voilà, un enfant qui dessine une maison, il y a deux toits en pente, il y a des petites fenêtres, et finalement on est parti de cette forme très simple pour en faire un regroupement de maisons, une sorte de hameau, qui constitue à la fin le bâtiment final. Donc il y a cette image du hameau quand on est de loin, avec ses toits à double pente, où aussi toutes ces maisons sont différentes et accueillent à l'intérieur des fonctions différenciées, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a une diversité de formes de pente et d'apport, on voit un peu dans l'actionnométrie d'en bas, là, d'apport de lumière également au centre du bâtiment. Et on va le voir dedans, c'est assez important parce qu'on a beaucoup de lumière qui arrive de côtés différents. Ça fait des espaces plus contenants parfois et des espaces plus expansifs aussi, qui fait que dans l'appropriation des espaces, pour chacun puisse trouver pendant la journée de différents espaces vraiment qui correspondent à ça, aussi avec l'acoustique qui correspond à la lumière aussi qui change. Donc en fait, il y a une grande variété de types d'espaces en fait. Donc ici, une axonométrie de l'ensemble de ces éléments, le bâtiment comme un système de ce volume de verre. Et la liaison entre tout ça, en fait, c'est quelque chose qu'on essaie à travers les trois projets, c'est une approche, une stratégie spatiale qu'on a appelée l'espace transitionnel. Donc c'est une notion d'un espace qui accompagne justement les transitions, qui sont nombreuses, entre l'intérieur et l'extérieur, mais aussi entre les parties communes et les espaces plus contenants, plus privés, peut-être individuels, avec des soins individuels ou des espaces de groupe. C'est ici une photo de maquette, donc coupée, sur ce qu'on appelait une sorte de rue intérieure. Donc cette rue intérieure, ça aide les transitions entre les différents programmes. C'était justement tout fait pour éviter le fait d'un long couloir sans caractéristiques, sans différenciation d'un côté à l'autre. Donc il y a une variation en coupe, donc en volume, en hauteur, et une variation sur la qualité de lumière qui vient en zénithal depuis en haut pour venir apporter différentes ambiances quand on déambule dans l'espace. Ça aide aussi, on espère aussi dans l'identification de chaque, parce que comme on a vu avec Gaston sur le plan, c'est beaucoup de petits espaces. On n'a pas de grands volumes qui font marqueur d'un gymnase, c'est de petits volumes. Donc il fallait trouver aussi des moyens pour que les enfants puissent se retrouver facilement et identifier justement dans ces transitions entre les différents temps de la journée. Et donc ici, c'est une série de photos prises depuis donc l'entrée, une sorte de vestibule SAS. On continue à travers les espaces transitionnels de la rue intérieure avec le volume dont je parlais, les variations, avec chaque fois au bout de le point de vue, on a toujours une vue, une échappée vers l'extérieur, comme je disais, vers l'espace de jeu, vers un arbre, vers un au-delà. Et l'espace, quand on dit espace transitionnel, c'est une notion qu'on a essayé de travailler à chaque fois dans les trois bâtiments.
C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut avoir un espace qui n'est pas forcément affecté, qui n'a pas forcément une fonction précise, mais qui peut être, mais qui est très emprunté et qui peut être plus ou moins grand. Là, c'est plutôt étroit, puis tout d'un coup, ça s'élargit à des moments. C'est-à-dire qu'il y a une variation comme ça de largeur dans cette séquence-là, et qui permet des appropriations au fur et à mesure de la vie du bâtiment. Et des appropriations qu'on ne sait pas, nous. C'est-à-dire qu'on les laisse libres, en tout cas. Et donc, c'est vraiment cette transition entre l'extérieur et l'intérieur, entre le très public et le très privé, puisqu'on peut aller dans des salles très très contenantes à l'intérieur et très fermées, et même sans fenêtre, pour justement ne pas avoir les stimuli de vue, par exemple, sur l'extérieur. Donc, cet espace transitionnel-là, c'est quelque chose qu'on a aussi apporté en plus. C'est-à-dire, à chaque fois, quand on voit un pur programme fonctionnel, comme on voit au début d'un travail comme ça, on se dit, bon, bah voilà, il faut un bureau qui fait 9 mètres carrés, avec un autre bureau qui fait aussi 9 mètres carrés. Et puis, à la fin, on a vraiment toutes les fonctions, proprement dit. Et là, c'était qu'est-ce qu'on peut ajouter comme espace en plus, et où on ne sait pas ce que ça va être. Mais c'est finalement les espaces les plus nécessaires, on se rend compte, dans la vie du bâtiment après. Et on va le voir aussi dans les autres exemples. Et ce type d'espace est continu aussi dans des espaces d'entre-deux, comme ici le préau, qui est aussi c'est un espace un peu plus continu avant de s'ouvrir vers la grande ouverture de l'espace de jeu. Ou que ce soit aussi dans l'épaisseur de la façade habitée, ou cet espace aussi d'appropriation, on peut s'installer, c'est à l'échelle de l'enfant, avec plusieurs hauteurs. Vous avez vu, les fenêtres, ils sont un peu aléatoires en taille et dimension, donc en fait aussi, chacun puisse trouver l'espace qui leur ressemble. Et c'est une stratégie à travers chaque projet, mais cette épaisseur, ça semble aussi très important en la transition à chaque limite. On essaie de travailler cette foisonnement. Ici, c'est une vue de cafétéria qui est aussi un espace qui change à travers la journée, plein de différentes fonctions. La conception bioclimatique et le confort, forcément, c'est très important aussi dans la réponse, enfin le confort pour les utilisateurs, les enfants comme les soignants. C'est une coupe très schématique, mais qui parle donc de la lumière zénithale dont j'ai parlé, qui est plutôt nord-est, donc une lumière constante, assez douce. En fait, voilà, il fallait pas des forts contrastes, c'est plutôt une lumière assez déaffinée, avec aussi un vrai travail d'isolation, que ce soit acoustique ou thermique. Donc on voit ces épaisseurs, il y a quand même un vrai travail aussi de variation, on le voit dans le volume aussi. Donc c'est des conforts acoustiques, thermiques et de confort. Qu'on trouve aussi à travers les espaces de transition, comme le SAS aussi, qui est un espace important d'arrêt, qui n'est pas juste un élément de programme, mais qui aussi qui prépare en fait avant d'entrer dans le bâtiment. Comment est-ce qu'on a construit ce bâtiment? On l'a construit entièrement en matériaux biosourcés, là, à part la dalle en béton qui est du sol, qui est posée par terre. Donc c'est un bâtiment qui a un seul niveau, c'est un seul niveau de rez-de-chaussée, c'est tout. Il n'y a pas de sous-sol, il n'y a pas d'étage. Donc à partir du moment où on a fait la dalle au sol, après on a monté entièrement tout en bois. Toute la charpente du bâtiment, donc toute la structure du bâtiment est en bois massif. Les façades sont également en bois, en mur à ossature bois. Donc c'est une épaisseur de panneaux en bois qui est remplie d'isolant en fibre de bois à l'intérieur. Donc ça nous a permis de faire un chantier sec, un chantier rapide, dessiné et fabriqué en usine dans des bonnes conditions et ensuite assemblé par éléments sur le site, donc ce qui a permis un montage facile et rapide. Bon, c'est des techniques qui se développent de plus en plus au fur et à mesure des années, mais qui sont assez peu utilisées en milieu hospitalier. Donc nous, ça nous intéressait justement de transposer ces techniques-là pour une structure hospitalière. On voit aussi, voilà, là par exemple, ça c'est des éléments entiers
Donc ils sont amenés sur un camion, hein, qui sont rangés sur un camion en gros, qui sont préparés entièrement dans un atelier et après, hop, qui sont montés sur site de manière très simple, remplis avec de la laine et puis la laine de bois et après fermés à l'intérieur. Ça faisait aussi partie du processus d'appropriation et d'échange avec les équipes soignantes. C'est-à-dire qu'on a fait une visite de chantier avec les familles des patients. C'était un super temps, ça aussi, pour pouvoir montrer justement voilà, le bâtiment qui se construit pour eux et que voilà, le dialogue commence à se faire par rapport à ça. Que finalement la maquette devenait réalité, quoi. Et puis ensuite, donc pour ce premier exemple, on finit par quelques photos du bâtiment construit. On a là donc on retrouve la silhouette du bâtiment. Bon, on n'en a pas parlé spécifiquement, mais évidemment se rajoutent toutes les contraintes d'un bâtiment dans la ville. C'est-à-dire ici les toitures en pente du bâtiment en cuivre pré-patiné brun faisait aussi référence aux toitures des bâtiments historiques à côté, et c'était un dialogue important avec l'architecte des bâtiments de France pour une intégration aussi dans le quartier et dans cet ensemble patrimonial aussi architectural. Hein. Il y a un dialogue là qu'on devine un peu sur la photo à gauche, avec les couleurs des toitures. On a un bardage aussi à l'extérieur qui est en bois, complètement en bois, avec un motif de biais, comme quoi on n'est pas réalisé au début, mais on a pris ce projet de biais dès le début, et puis ça s'est transmis directement sur la façade, sans qu'on s'en aperçoive presque. Et un travail également sur les jardins devant et sur les espaces de jeu devant, donc des sols souples, des sols mous là, de jeu, et tout un dessin de ça pour avoir des activités sportives, et aussi une piste cyclable qu'ils ont où ils peuvent faire de la trottinette, ils peuvent. Donc ça c'était important parce que l'espace extérieur c'est un endroit qui était vraiment très important dans l'accueil des enfants, qui se sentent bien, qu'ils aient des jeux, qu'ils aient beaucoup d'activités à l'extérieur et qu'il y ait beaucoup de facilité de rentrer et de sortir du bâtiment. C'est pour ça qu'il y a pas mal de portes vitrées et on peut rentrer et sortir à la fois dans les circulations comme on en a parlé, mais aussi depuis les ateliers. Puis un atelier de peinture ou de sculpture, on peut sortir directement à l'extérieur. L'atelier de cuisine thérapeutique, il y a une petite cuisine où ils apprennent à faire des gâteaux, à faire à manger. Ils peuvent aussi aller à l'extérieur. Donc tout ça, c'est des ateliers de petits groupes. Toujours, donc voilà, il y a un rapport entre les deux qui était important. Cette avancée de toiture, cette toiture comme si on avait pris un crayon avec un gros trait, quoi, qu'on vient marquer bien. Et puis voilà, un exemple des ateliers de peinture. Là, c'est vivant dedans. Une des salles à l'intérieur du bâtiment qui est une salle de représentation plutôt de sport et aussi de spectacle. Donc ils peuvent organiser des petits spectacles. Et pour ça, on a mis au point des modules en bois qu'on voit au sol là, qu'on peut bouger, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas collés. Ils peuvent se monter les uns sur les autres et donc ils peuvent faire une estrade comme là, mais ils peuvent faire aussi d'autres dispositions dans la pièce pour s'asseoir, pour monter dessus. Voilà, on voulait que ce soit vivant et démontable et ludique. Et puis, je crois que c'est la dernière photo là de ce bâtiment. Voilà, on ferme le nettoyage du réfectoire. On retrouve à chaque fois à l'intérieur les formes des toitures de l'extérieur, on les retrouve dedans. Hein. On a aussi les plafonds en pente, donc on retrouve cette image de variation à l'intérieur du bâtiment. Voilà. Il y avait encore. Ah oui, il y a 2-3 photos encore. Ouais, c'est ça. On a aussi travaillé justement sur les questions de suspension, parce que avec les personnes autistes, la question du balancement est une question importante aussi, le balancement du corps. Donc il y a des mobiliers ou des hamacs comme ça suspendus qui permettent d'avoir ces mouvements de balancement et qui sont intégrés dans le bâtiment. Ça c'est le préau. Bon, ils peuvent aller dehors même quand il pleut, c'est important. La piste cyclable,
intégré. Et puis, voilà, ces façades. Dernière photo de la grande circulation. Et voilà pour ce premier exemple. Ok. Le second projet, c'est l'hôpital de l'eau-vivre à Soisy-sur-Seine. Donc, c'est un foyer d'accueil médicalisé, une femme, qu'on a réalisé pour la SM13. Donc, c'est pour le service psychiatrique délocalisé de la SM13. Le programme, ça comprend 30 chambres pour adultes autistes et des pièces de soins, enfin les espaces de soins et l'espace commun. Le site, Soisy-sur-Seine, donc c'est un site aussi, un site boisé, un site hospitalier, donc on voit un peu le contour enfin tout le parc boisé, c'est vraiment l'hôpital avec un système plutôt pavillonnaire, comme on connaît des années 60, qui est fait sur un plan de masse et avec des architectures de l'architecte effectivement Nicole Solonay, des années 60. Donc il y a de très beaux bâtiments et la question c'était de venir compléter un des bâtiments existants qui se trouve ici, si vous voyez en L, avec la nouvelle construction pour ce programme de chambres et d'espaces de vie. Donc c'était le programme, c'était le même processus. Effectivement, il y avait un groupe de travail qui était formé avec l'équipe médicale, avec les moniteurs, avec les médecins, avec les ergothérapeutes, avec les équipes d'entretien, avec tout le monde. Et c'était une recherche dans ces définitions de programme où on a cherché aussi de mutualisation des espaces. Parfois, il y avait plusieurs demandes et en fait, on pourrait peut-être combiner pour avoir le même espace polyvalent qui traitait plusieurs temps de la journée, par exemple. Et la maquette, ça c'est une maquette d'études. C'était aussi donc un outil important pour nous pour échanger avec les équipes tout au long de la partie programmation et puis conception, qui se prolongeait ensuite avec des visites du chantier, des prototypes qui étaient visités et vus par les équipes médicales et jusqu'à la livraison du bâtiment. Ces discussions n'étaient pas toujours évidentes. Hein. C'était aussi des discussions qui pouvaient être contradictoires. C'est-à-dire, dans une équipe médicale, on recevait aussi des paroles qui pouvaient être très différentes. Et parce que là, c'est un accueil d'adultes autistes avec des cas complexes. Donc des prises en charge qui sont assez lourdes et qui ne sont pas faciles. Et donc, il y a la question à la fois de la liberté individuelle de chacun, la liberté de mouvement, la liberté d'action sur l'environnement, mais aussi la question de ne pas se faire mal soi-même, ne pas faire mal aux autres, ne pas dégrader le bâtiment, quoi. Toutes ces questions-là sont à la limite toujours de discours du coup, qui peuvent être très différents entre une grande liberté et une contrainte importante. C'est-à-dire qu'il y a un système habituel de fermer à clé tous les locaux et puis aussi, quelquefois, on peut être assez proche de l'architecture carcérale, de tout contraindre pour prendre le minimum de risques et donc avoir quelque chose qui se retrouve avec une architecture qui est très très fermée. Donc, fallait faire quelque chose avec ça, avec toutes ces contraintes-là et ces discours-là. Et c'était intéressant justement déjà de voir qu'il y avait des points de vue différents là-dedans. Mais comment est-ce qu'on pouvait proposer une architecture qui était à la fois rassurante et safe, on va dire, quoi. Qui prend soin justement des personnes et en même temps qui leur laisse un certain degré d'autonomie. C'est vraiment la question que se posait, qui nous était posée au départ. On verra par la suite sur la question des fenêtres, par exemple, mais on est dans ce beau parc avec la présence de végétation, mais rien que la fenêtre, ça présentait effectivement un risque aussi. Donc, on aurait des moments où on se demandait si vraiment les chambres seraient vraiment ouvertes sur ce parc ou pas. Donc, c'est vrai que c'est vraiment assez structurant pour le projet. Donc, ici, c'est un plan du rez-de-chaussée. Donc, le bâtiment, c'est très simple. C'est composé de deux carrés de part et d'autre. Le bâtiment existant en L, c'est en haut à droite. C'est deux carrés qui accueillent les 30 chambres. L'espace
au milieu, qui est un bloc pour l'accueil, l'espace commun pour la prise en charge des patients. Il y a des salles d'activité, des salles polyvalentes, des salles de soins, et puis tout ça sur un jardin. Donc, on voit chaque bloc et après à l'étage, donc c'est rez-de-chaussée et premier étage, avec donc chaque partie, on va parler par la suite, mais aussi des espaces de transition qu'on va voir par la suite, qui sont les liens entre l'espace commun au centre et l'espace collectif au centre, et l'espace privé de T1, donc une chambre, qui sont chacun comme une plus petite échelle aussi. C'était aussi une partie pris de vraiment aussi de casser l'échelle de ces 30 chambres, de trouver plutôt une maisonnée pour chaque bloc de 8 chambres. Et ici, donc, une axométrie, on voit la volumétrie de ces deux blocs, on verra par la suite en bois, avec les parties centrales qui viennent les liaison, et donc vraiment dans une continuité, une logique avec le bâtiment de Sonley. Là aussi, il y avait la question des déambulations des résidents. Donc, parce que là, ce sont des résidents, c'est-à-dire qu'au contraire de l'hôpital de jour qu'on a vu avant, là, ce sont des personnes qui habitent là, donc, qui peuvent être plusieurs années hospitalisées, habiter dans ce foyer justement d'accueil médicalisé. Et donc, c'est leur lieu de vie. Donc, c'était important qu'ils puissent se promener avec beaucoup de possibilités différentes. C'est ce qu'on a mis là avec l'ensemble des pointillés, c'est à la fois avoir des espaces de nuit, donc les deux cubes aux extrémités qui soient calmes, qui soient vraiment pour la nuit, et puis les espaces de jour au milieu qui permettent des déambulations différentes, et notamment entre les étages, puisque là c'est un bâtiment à 2 étages, rez-de-chaussée et premier étage, et on a mis 3 escaliers, ce qui était complètement plus une issue de secours d'ailleurs, ce qui était beaucoup plus que ce qui y avait de nécessaire. Et justement, dans cette idée de mettre du plus que nécessaire dans ces espaces transitionnels, donc entre le jour et la nuit, là, on a aussi ajouté les escaliers. Et ces escaliers, ils permettent, quand on est à l'étage, de pouvoir descendre à l'extérieur, soit effectivement descendre directement à l'extérieur du bâtiment ou à l'intérieur. Et ça permet que chacun puisse avoir son cheminement à lui. Ça permet d'éviter de croiser les gens qu'on ne veut pas croiser. Ça permet aussi aux soignants d'isoler une personne qui est très agitée et de l'amener très rapidement à l'extérieur pour que déjà ce soit un espace suffisant à l'extérieur pour pouvoir l'isoler des autres déjà, et de ne pas rester dans un environnement confiné, petit, avec tous les autres autour. Notamment dans la gestion du bruit aussi, du bruit que ça peut donner, et puis des mouvements, et puis de l'agitation que ça peut entraîner. Donc ça c'était important, parce que ça permettait d'avoir ces chemins. Donc on peut être à l'étage, on prend l'escalier à l'extérieur, on re-rentre dans le bâtiment à l'intérieur, et puis on peut monter par l'escalier à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Donc voilà, on peut cheminer de plein de manières différentes, quoi. Donc ça aussi, ça faisait partie des discussions qu'on a pu avoir avec l'équipe soignante. À l'intérieur, ça c'est grand escalier central, là, dedans, avec de la lumière aussi zénitale. Là, on a fait une verrière au-dessus. Et puis, comme on l'a dit au début, il fallait trouver des stratagèmes pour éviter la chute, parce que c'est quelquefois juste le fait de ne pas avoir conscience qu'il y a un risque de chute. Et en même temps que ce soit bien intégré. Donc là, par exemple, c'est un claustrat en bois, qu'on a mis tout hauteur autour de l'escalier, donc qui donne un aspect qu'on trouve intéressant, nous, de filtres en bois qu'on peut retrouver dans d'autres architectures, dans des maisons, dans autre chose, et où le bois nous sort aussi de l'aspect barreau, de l'aspect qui pourrait être un peu négatif, ou de nous donner un côté d'emprisonnement, ou une mauvaise image, ou un mauvais ressenti des choses. Et ces dispositifs de bois permettaient ça tout en ayant quelque chose d'assez épais. En bois, c'est quelque chose de solide, là, et dont on peut sentir vraiment la présence du bois. Ça c'est
quelque chose qui nous intéressait également, et en plus qui joue avec la lumière. On a fait un peu le même dispositif à l'extérieur, les escaliers qui sortent à l'extérieur, aussi, il y avait aussi les risques de chute. Donc là, on a fait carrément le claustra, il devient une sorte de boîte en bois autour de l'escalier. Voilà, donc on transforme une contrainte en un dispositif architectural intégré complètement dans la conception, quoi, depuis le départ. Ça, c'est le jardin à l'arrière, avec donc on retrouve cette expression du bâtiment central, donc une expression effectivement avec qui est à la fois sur une structure en béton, des façades en bois, mais qui sont recouvertes d'un enduit, donc l'enduit blanc faisant référence au reste de l'hôpital, là-dessus. Et puis ces cubes en bois aux extrémités. Il y a une particularité là, par exemple, c'est qu'on a fait on verra une photo de l'intérieur de cet espace d'ailleurs après. Il y a un des espaces qui n'a pas de fenêtre justement pour avoir cette variation. C'est-à-dire que la lumière vient d'en haut, mais elle n'a pas de fenêtre sur le paysage pour justement avoir des prises en charge aussi qui permettent de ne pas être distrait par d'autres choses, par la vue par exemple, par les arbres qui bougent, par tout ça qui peuvent perturber. Et donc d'avoir cette variété d'espaces avec des espaces avec des fenêtres et d'autres au contraire contenants et sans fenêtres. Les espaces transitionnels d'entre-deux, donc on en a déjà parlé, mais juste pour les mettre en couleur, là, les deux petits espaces violets. Donc c'est vraiment de manière très simple, c'est ces espaces-là qui n'avaient pas d'affectation, donc dès le début, donc qui étaient vides, ouverts. On a intégré les radiateurs dans des bancs en bois perforés comme ça discrètement et qui permettent d'avoir plein de types d'activités. En ce moment, d'ailleurs, dans un de ces espaces-là, je crois que c'est celui-là, ils ont fait un atelier de peinture. Mais bon, mais peut-être que dans un mois, ce sera autre chose. Voilà. C'est en tout cas des espaces à disposition. Petite maquette d'étude qu'on a faite aussi sur ces chambres et sur ces espaces d'entre-deux. Là-dedans, à chaque fois, un travail de coupe et de maquette qui servait bien aussi dans le dialogue. Et puis des éléments un peu plus constructifs, mais aussi d'intérieur. Donc ça, c'est les chambres. Ça, c'est une des chambres. Donc de la même manière, on a conçu les chambres avec que des éléments en bois. Donc les murs sont des murs en bois, en panneaux de CLT. Donc c'est des panneaux massifs de bois. Les plafonds aussi. Donc toute la structure du bâtiment est en bois massif. Et on peut la voir, c'est-à-dire que à l'intérieur des chambres, là par exemple, alors on ne voit pas très bien sur les côtés, mais il y a à chaque fois un mur et un plafond qui est en bois massif directement, et donc dont on voit le bois. Alors ça c'était important parce que ça permet à la fois de ne pas se faire mal, c'est-à-dire si on se cogne dans un mur en béton et quand on se cogne dans un mur en bois, c'est pas pareil, c'est pas la même sensation. On sent l'odeur du bois, on joue avec les 5 sens, quoi. Nous c'est quelque chose qui nous intéressait beaucoup là-dessus, et vraiment on ressent ce bois en fait quand on est à l'intérieur. On a vu l'hôpital de jour de Cheville-la-Rue tout à l'heure avec les enfants. Depuis que le bâtiment est fini, les équipes soignantes nous ont dit qu'elles avaient beaucoup moins de blessés avec les enfants qu'avant. Et ils disent que notamment ils pensent que c'est à cause du bois, que c'est grâce au bois qu'il y a ça, donc ils l'ont constaté quoi, eux. Et puis, avec les personnes autistes, ils ont d'autres bâtiments à côté. Ils ont ce qu'ils appellent des petites maisons à côté, qui sont des constructions plus traditionnelles. Et ils ont un problème depuis plusieurs années. Ils disaient, le problème, c'est qu'ils font des trous dans les murs. Bon, ils ne savaient pas trop comment régler ce problème, parce qu'ils font tout le temps des travaux. Et c'est des murs des cloisons plutôt en placo. Et il y a certaines personnes qui donnent des coups de poing dans les murs et donc qui percent les murs. Et ils ne comprenaient pas pourquoi. Bon. Et ils ont mis longtemps à comprendre. Et finalement, ils ont mis une hypothèse. Ils se sont dit, mais peut-être que c'est parce que ça sonne creux. C'est-à-dire le fait de sentir qu'il y a un vide derrière, mais qu'on ne voit pas, eh bien, ça veut dire que c'est pas fini, et ça veut dire qu'on n'a pas de limite. Donc,
si on va jusqu'à la limite, eh bien on va percer ce mur, cette petite cloison quoi, de plate qu'on connaît tous là, et on va aller chercher le mur en béton derrière, ça, on va aller chercher la limite dure. Vraiment. Ok. Et c'était aussi la même chose avec certains plafonds, avec des plafonds aussi qui sonnent creux, quoi. Voilà. Ou, voilà, on va chercher ce qu'il y a. Donc, le mur en bois résout d'une certaine manière cette question-là. C'est-à-dire que le mur en bois, pour le coup, il sonne pas creux. Il sonne plein, on sent sa masse derrière, quoi. Voilà, donc ça c'était une partie des réponses et du dialogue. Ouais. Peut-être sur cette image, c'est le moment aussi de parler de la fenêtre. Je pense que c'était vraiment important à l'échelle de la chambre. Effectivement, comme je disais, c'est une population. Il y a des gens qui vont vivre ici assez longtemps. Il faut vraiment que ça communique aussi avec son site, qu'il y a une vue dégagée. C'était pas évident. C'était vraiment une discussion avec les soignants. Comment, au premier étage, ne pas présenter de risques avec des fenêtres. En même temps, donc il y avait une discussion. Est-ce qu'on peut avoir des ouvrants, par exemple? Parce que justement, la première solution, c'est de faire que de fixe et comme ça, tout est réglé. Mais évidemment, c'était aussi important de pouvoir dire, on puisse ventiler naturellement la pièce, on peut ouvrir, avoir de l'air fraîche. Et c'est donc, il y a cette contradiction aussi dans le soin de safe et une sorte de contact avec l'extérieur qui était primordial. Donc, la solution qui était trouvée avec les équipes, c'était donc cette grande partie fixe, donc c'est une grande baie qui vraiment prend toute la largeur de la pièce, et puis un ouvrant d'un côté avec une claustra, donc ces éléments en bois qui viennent donc sécuriser la partie ouvrante pour qu'il n'y ait pas de risque de chute, mais qui laisse passer la lumière, l'air et d'en profiter. Pour bien comprendre ça, en fait, la question c'était qui ouvre la fenêtre. Oui. Et d'habitude, en fait, justement, une partie des dialogues, elle disait, mais nous, non, ça va être l'infirmière qui va ouvrir la fenêtre. Donc ils appellent, ils demandent, et puis quelqu'un vient avec une clé pour ouvrir la fenêtre. On dit, oui, mais du coup, on n'est pas ils sont pas très autonomes, quoi. Parce que ils peuvent pas ouvrir la fenêtre eux-mêmes. Parce que justement, quand on ouvre la fenêtre en grand, il y a le risque qu'on tombe, sans avoir forcément conscience du danger. Donc ce claustra aussi en bois, ces lames de bois extérieures, font à la fois un motif architectural, une protection solaire, parce que ça fait comme un store, quoi, en bois. Et puis, font que, voilà, pour le coup, il n'y a pas de serrure sur la fenêtre. Chacun ouvre et ferme la fenêtre comme il veut. Donc ça permettait de résoudre cette question-là, d'agir sur l'endroit où on habite. Donc on avait dessiné donc aussi les aménagements, l'ameublement, donc aussi d'agir sur l'espace. On a des éléments aussi qui sont mobiles, comme des bancs, tous les espaces de rangement qui sont fournis. Il y a aussi une certaine adaptabilité de... Ce qui nous intéressait là-dedans, c'est que ça peut être aussi une chambre d'étudiant, quoi. Là, quand on voit cette image, c'est aussi une chambre pour tout le monde, quoi. Voilà. Donc, peut-être un zoom sur le mode constructif. Donc, on a parlé un peu de ces choix de mode constructif, donc bas carbone, et vraiment travailler avec de bois au maximum. C'est aussi important sur un site hospitalier, ou aussi un chantier peut être assez dérangeant aussi. Donc l'idée de travailler avec une filière sèche, avec des éléments préfabriqués qui sont amenés sur place, donc on a moins de camions de béton, des choses préfabriquées qui arrivent sur place. Donc chaque élément, là, on voit en beige les deux maisons de chambres, enfin les 30 chambres, qui sont un système de double mur en CLT, et les planchers également sont en CLT. Et puis on vient habiller ça par l'extérieur, comme pour la partie centrale, avec des façades ossature bois. Donc une technique assez similaire de ce qu'on a vu sur Cheville-la-Rue tout à l'heure. Donc tout ça qui est amené depuis une production hors site et qui vient de poser juste sur un socle en béton. Donc tout ce qui touche par terre, c'est en béton, et puis après on part en bois dans les étages et rez-de-chaussée. Donc une photo de la livraison des éléments panneau par panneau. Cette double mur aussi, ça sert aussi de séparation acoustique entre les chambres. Donc on a une très bonne performance d'une chambre à l'autre. C'est important qu'on puisse dormir tranquille et ne pas entendre de travers les murs. Encore une fois, en usage, ce qui était intéressant, c'est que ça donnait aussi des contradictions. C'est ça qui était intéressant dans le processus. C'est-à-dire qu'on a tellement bien isolé le bâtiment que quelquefois, justement, l'équipe nous disait on n'entend plus personne. Donc c'était aussi un problème. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, ou quelqu'un qui est très agité, au contraire, en tout cas, qu'on puisse aussi l'entendre.
depuis une partie commune du bâtiment. Donc il y avait cet équilibre-là qui fait qu'on a poussé tellement loin, quelquefois l'acoustique, que là, en l'occurrence, il y a des moments où c'était trop bien isolé. Donc finalement, on a adapté le bâtiment une fois qu'il était ouvert et on a supprimé certaines portes, c'est-à-dire qu'on a démonté des portes des sas, là, des sas qu'on avait parce qu'on avait des portes des deux côtés. Et finalement, il y avait d'un côté, ça servait à rien. Donc on les a enlevés pour pouvoir mieux entendre ce qui pouvait se passer. Donc voilà, ça c'était vraiment de l'usage et de la découverte, voilà, dans la situation réelle. Donc sur l'écran, donc c'est une image en élévation de 8 chambres avec à droite l'élévation et la coupe technique pour les architectes. Donc système avec de bois pré-grisé en partie centrale en remplissage et puis une sorte de cadre en mélèze qui viennent souligner la structure et qui rappelle aussi l'échelle de chaque chambre. On travaille avec une occultation extérieure, donc des stores en tissu qui viennent devant la vitre fixe. Donc aujourd'hui, ce sont des photos c'est habité aujourd'hui, des photos de bâtiments livrés avec donc les parties des activités de jour, les parties communes et puis les chambres. Voilà, avec un bâtiment qu'on espère qui s'intègre dans ce contexte patrimonial et puis aussi assez naturel avec cette matérialité de bois et végétation. Les espaces communs aussi, donc avec toujours une présence de bois en fait dans l'ameublement. Aussi, je travaille sur la lumière. Ça, c'est l'espace dont parlait Gaston tout à l'heure, l'espace plus calme où toute la lumière vient d'au-dessus. Donc, c'est juste encore une variation sur les espaces communs aussi pour trouver des différentes ambiances pour chacun à travers la journée. Voilà pour ce bâtiment de Soisy. On va passer au troisième exemple d'aujourd'hui, donc le Centre Gilbert Haby à Meulan en Yvelines. Alors là, on quitte le monde de l'autisme. On est dans un établissement de soins donc en addictologie, donc pour des patients qui sont hospitalisés, notamment pour des questions de drogue ou d'alcool. Donc de manière assez longue aussi. Il y a déjà des bâtiments sur le site qui sont d'hébergement. Et là, il s'agissait plutôt d'avoir un bâtiment qui accompagne en fait cet hébergement-là, comme on va le voir. Donc là, c'est également pour la Fondation L'Élan Retrouvé. Alors de la même manière, on est dans un beau site hospitalier, arboré, sur les berges de Seine. Donc Meulan en Yvelines, on est à 40 km à l'ouest de Paris. Donc ça fait partie de ces sites loin de Paris d'ailleurs. On a donc une série de pavillons existants, plus ou moins anciens, sur le site. Et puis on vient ajouter donc un pavillon à cette série-là. Donc c'est le rectangle noir que vous avez là, qui est plutôt en hauteur parce qu'après le terrain descend en pente sur la Seine et en plus la Seine peut avoir des crues importantes. Donc de toute façon, tout l'endroit qui était vraiment près de l'eau était inconstructible. Et on est donc complété cette série de pavillons en s'intégrant au maximum dans le parc. Là, on a une petite maquette d'étude où on voit le terrain en pente et comment on a inséré le petit bâtiment qu'on voit à droite là, hein, et qui vient aussi céder de la pente pour avoir deux niveaux de rez-de-chaussée. En fait, un niveau haut et un niveau bas, qui fait qu'à chaque fois, on sort directement au niveau du terrain, mais parce que justement le terrain est en pente et donc permet d'avoir à l'intérieur deux niveaux, comme on va le voir après dans la coupe. Ce qui est aussi une stratégie aussi environnementale, d'essayer de faire moins de terrassement, de transformation de sites existants. Voilà, on vient vraiment suivre cette forme. Et pas d'ascenseur. Ça, c'était pas mal aussi. De la même manière, on a travaillé avec un groupe de travail, là aussi, avec toute l'équipe soignante, ici, pour déterminer quelles étaient les fonctions à accueillir dans ce bâtiment. Alors là, c'était assez varié d'ailleurs. C'est à la fois des ateliers thérapeutiques pour avoir des activités pendant la journée, poterie, écriture, informatique,
bricolage, voilà, des choses très variées, ou en lien avec les jardins aussi, avec les jardins potagers. Un hôpital de jour, donc, qui est plutôt une structure séparée, c'est-à-dire pour des patients qui ne sont pas les mêmes, et qui sont des gens qui viennent, qui restent chez eux, qui habitent chez eux, et qui viennent dans la journée, puis après qui repartent le soir chez eux, contrairement à ceux qui utilisent des ateliers, donc qui habitent sur place à côté. Une pharmacie aussi, une pharmacie d'hôpital, hein, et puis une lingerie. Donc une lingerie où les patients viennent eux-mêmes apporter leur linge et laver leur linge. Donc tout ça, ça fait finalement 4 patates là-dessus qui sont assez séparées. Et puis dans les discussions, justement, au fur et à mesure, on s'est dit, ce serait peut-être pas mal de trouver un lieu un lieu de rencontre à toutes ces personnes qui ne sont pas forcément amenées à se rencontrer, à se croiser, et qui puisse être aussi ce lieu transitionnel entre l'extérieur et l'intérieur, entre ces différentes fonctions, et qui puisse créer de la rencontre. Alors ça a donné ce plan très simple, c'est-à-dire la base c'est vraiment une circulation centrale avec des bâtiments, des salles des deux côtés, des ateliers des deux côtés. Et finalement, donc on était parti d'une circulation normale, on va dire, assez étroite, et puis on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas la transformer en quelque chose d'autre? On l'a élargi à 4,50 m, on l'a fait toute hauteur, donc on a la lumière, on va voir après, on a la lumière qui vient d'en haut aussi. Et donc on l'a appelé la rue intérieure, c'est-à-dire une rue qui permet de traverser complètement le bâtiment, d'arriver au niveau du rez-de-chaussée haut, de descendre après avec un escalier qui fait aussi amphithéâtre, on va le voir, et puis de ressortir, et puis d'aller jusqu'à la Seine en fait, d'aller jusqu'à la rive. Donc que cet espace-là, très grand, soit ce lieu de rencontre, ce lieu appropriable, ce lieu où on peut faire différentes activités, et qui soit autre chose. D'ailleurs c'est marrant parce que sur le point de nous on s'était arrêté là sur la symbolique, et après notre maître d'ouvrage de l'élan retrouvé, il y a vu un autre symbole que nous on n'avait pas forcément identifié en fait. Il disait, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent de la rue, qui sont accueillis là, et pour eux la rue c'est un truc très négatif. Et finalement là vous transformez, vous leur donnez une rue qui est positive, qui est autre chose. Donc c'était intéressant parce que c'était une interprétation qui était faite sur ce travail-là. On peut dire un mot aussi sur cette rue, on va en parler après, mais aussi le site est ouvert tout le temps. C'est accueillant, enfin on peut y passer, sans passer par l'accueil d'ailleurs. Et les patients sont souvent en train de passer d'un bâtiment à l'autre, ou souvent à l'extérieur, dans la pluie, enfin on connaît le météo de la région, et en fait c'est aussi un lieu, on le voit aujourd'hui, en fait c'est un espace aussi, on peut juste y être, on peut passer, on peut venir se poser, donc c'est vrai que cette notion de rue aussi, c'est vraiment dans le contexte plus global de site, c'est important. Ça c'est d'ailleurs le plan bas, le rez-de-chaussée bas, qui est à moitié enterré, donc c'est pour ça qu'il y a la moitié du bâtiment, hein, qui est en bas des escaliers, et donc qui accueille plutôt l'hôpital de jour, en bas. Donc ici c'est une vue en fait en partie haute de la rue intérieure, donc vers le nord, donc avec une première sur le sas qui fait le début de cet espace transitionnel. Donc effectivement l'espace de transition entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'espace collectif et les espaces des ateliers. On voit donc cette trame régulée de poteaux en bois et une matérialité assez douce, une lumière douce. On veut donc ici on voulait créer un espace vraiment apaisante, un espace où on peut rester, où la lumière douce, on voulait essayer d'éveiller les sens, les 5 sens, que ce soit à travers le toucher de la terre crue, donc on va parler tout à l'heure, à travers l'acoustique qui est soignée pour être assez calmant. Chacun des sens, on espère, sont éveillés par ce passage, avec des variations aussi, comme on a vu à Chevilly, des variations dans sa largeur, avec des espaces qui viennent tourner autour des gradins qui vont descendre donc vers la Seine. Donc ça c'est la façade sud qui s'ouvre vers la vue sur la Seine. Et ça devient une espèce d'amphithéâtre qui sont aussi appropriables pour les utilisateurs. Ils font des expositions, ils font des discussions, des présentations autour de cette partie de la rue qui se transforme en espace collectif qu'on voit ici dans l'autre côté.
Aujourd'hui, on voit, ce sont des photos qui ont été prises vraiment à la livraison. Aujourd'hui, avec des CIMES qui sont installés dans la rue, on a aussi donc les œuvres et les choses qui sont produites par les ateliers sont maintenant mises en exposition dans cet espace de rue. Donc c'est vivant et on voit les transformations et les préparations. Le confort de cet espace aussi, donc on voulait vraiment travailler avec un bâtiment low-tech, avec des technologies simples et passives. Donc ça traverse l'hiver et l'été différemment. La rue centrale, donc en hiver, elle est fermée, c'est-à-dire qu'il y a une partie vitrée zénithale en partie haute de la toiture et sur la partie verticale aussi. Donc on va apporter les calories, donc la chaleur du soleil qui va venir chauffer les murs en terre crue et les dalles en béton. Donc c'est l'inertie qui va donc redonner cette chaleur pour le confort de cet espace non chauffé. Donc c'est un espace qui n'est pas de radiateur, pas de chauffage, pas de climatisation. Donc c'est une sorte d'entre-deux aussi, thermique et de confort. C'est jamais exactement fait. On est vraiment dans l'espace intérieur, dans les ateliers, partie droite et gauche. En été, on va donc ouvrir les parties hautes en toiture. On va pouvoir travailler avec la ventilation naturelle traversante, notamment la nuit. On va travailler pour sortir toutes les calories le soir. Et donc, avec un système assez simple, on arrive à réguler toute l'année un espace intermédiaire entre les deux qui est confortable. On a vu en juillet, comme aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un manteau, effectivement, non plus dans cette période. Avec une maquette d'études sur cette partie centrale. Alors également, comment on a construit ce bâtiment? Alors un peu de la même manière que les autres, là, c'est-à-dire qu'on a une base en béton qui est tout ce qui est rapport au sol, la partie enterrée et puis la dalle, avec des isolants aussi biosourcés. Alors là, en l'occurrence, contre le son, on a utilisé du liège, des panneaux de liège assez épais là-dessus. Et puis au-dessus, pouf, on a monté cette charpente en bois très simple, hein, très, très régulière, de trame de 3 mètres, là, voilà, qui est aussi, alors c'était aussi un truc important, c'est-à-dire de pouvoir avoir une structure capable qui puisse se modifier facilement au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'on a cette structure-là, vide à l'intérieur, et ensuite on a des cloisonnements qui viennent séparer les ateliers, et puis un jour, s'ils veulent enlever une cloison, avoir un atelier plus grand, 2 fois plus grand, ou au contraire le recouper en deux, et ben c'est facile. Sur le module de 3 mètres. Oui. C'est facile à faire. C'est important parce que les différents ateliers qui étaient cités, en fait, c'est aussi en fonction des soignants qui sont là. En fait, il y en a des experts qui ont envie de travailler avec la céramique, d'autres la vannerie, d'autres l'écriture, et ça change, et c'est important que ça change, en fait, d'une année à l'autre. Ensuite, sur ce squelette de bois, là, on a mis une façade en bois. Alors, c'est une façade toute en ossature bois aussi, des bardeaux en mélèze, on va les voir un peu plus dans le détail après, dessus. Et puis à l'intérieur, on a mis donc des deux côtés de la rue intérieure, hein, la brique de terre crue, on va rentrer un peu dans le détail après de cette technique-là, un peu particulière, hein, ici. Au-dessus, une charpente en bois, hein, assez classique, avec l'isolant aussi. Et puis une couverture vraiment métallique et avec au milieu donc cette grande verrière et puis un système de store donc, qui permet de réguler cet espace suivant les saisons. Là, c'est une petite photo justement du montage de la charpente aussi, de ces éléments-là pendant le chantier. Et puis une autre photo du chantier de la terre crue. Alors là, c'est particulier, donc c'est la première fois qu'on faisait ça. C'est qu'en même temps qu'on faisait la conception de ce bâtiment, il y avait une usine, un atelier, une petite usine de production qui était en train de se monter à Sevran, qui récupérait les terres du Grand Paris, donc ça s'appelle Cycleterre, qui récupère les terres des chantiers du Grand Paris. Donc il faut savoir qu'il y a une excavation de tous les métros donc du Grand Paris Express là, qui est en train d'être fait là, avec des volumes de terre extraits de ça absolument ahurissants, qu'on n'a jamais eu dans l'histoire de Paris. Là-dedans. Et surtout en un temps très court. Et donc la terre est considérée comme un déchet, légalement, une fois qu'on l'extrait du chantier. Donc évidemment il faut la traiter, et puis il faut en faire quelque chose, mais voilà. Et donc l'idée que pas mal de gens se sont posées d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ce matériau? Parce que finalement, est-ce que ce n'est pas qu'un déchet, il pourrait peut-être aussi un matériau de construction pour reprendre des techniques
qui existe depuis toujours, hein, c'est-à-dire construire avec de la terre. Donc c'est monté avec Cycleterre, donc cette usine de production, de récupérer les terres du Grand Paris, de les trier, de les sélectionner vraiment pour leur propriété aussi spécialement, parce que ça c'est un peu fin, il faut trouver la bonne terre, qui a une bonne propriété mécanique, et puis après la réutiliser, et notamment de manière de terre crue, là comme là, c'est-à-dire c'est des blocs de terre, on comprime la terre, on en fait une brique, mais on la cuit pas. Parce que la cuisson, ça veut dire beaucoup de chaleur utilisée, donc beaucoup d'énergie, donc finalement un résultat qui est assez carboné. Donc, dans l'idée de décarboner le bâtiment et d'avoir des bâtiments de plus en plus écologiques, environnementaux, et bien là, ça permettait d'avoir très peu de production d'énergie, un circuit court en étant avoir un chantier qui soit à proximité en fait du lieu de production et d'utiliser ce matériau. Donc comme ça se montait en même temps, bah, nous on s'est dit ça nous intéresse beaucoup et on a été un des premiers bâtiments en fait à utiliser ces briques de terre crue de cette unité de production. Ça nous intéressait aussi pour l'aspect esthétique parce que c'est un matériau qui est beau à l'intérieur. Et puis aussi pour ses propriétés notamment hygrométriques, c'est-à-dire que ça capte l'humidité. La terre crue, elle a cet avantage-là, c'est qu'elle est très poreuse, donc elle capte l'humidité et elle retransmet l'humidité au cours d'une même journée ou au cours de la semaine. Donc ça régule en fait bien le confort de cette rue intérieure. Et aussi l'inertie thermique également de la terre. Donc ça avait plein de propriétés qu'on trouvait intéressantes et qu'on a voulu exploiter ici. Ce sont des briques dites non stabilisées, donc il y a la possibilité de rajouter du ciment parfois qui fait que c'est étanche à l'eau, par exemple. C'est non stabilisé, il n'y a pas de ciment rajouté. Donc en fait, si on prend ces briques aujourd'hui, on les met dans un seau d'eau, après 24 heures, c'est de la terre, ça revient à la terre. Donc c'est aussi une notion aussi de déconstruction possible, c'est quelque chose qui n'est pas transformé dans ses qualités intrinsiques de l'argile. Là aussi, d'ailleurs, notre maître d'ouvrage a vu des symboles que nous, on n'avait pas forcément vus au début. Hein. Ils sont aussi emparés de cette histoire-là, de dire, voilà, transformer un déchet en quelque chose de nouveau. La vie des gens qui sont accueillis ici, il y a aussi une transformation importante quelquefois dans leur vie, et c'est pas rien, quoi, finalement, de faire qu'on repart pas toujours de tout à neuf, mais qu'on peut transformer des éléments du bâtiment, et cette histoire-là, qui est très liée à l'histoire de ce bâtiment-là, voilà, elle a été aussi beaucoup discutée, racontée et échangée avec justement les personnes qui y viennent tous les jours. Ça a permis également de retrouver une technique ancienne, c'est-à-dire de former, là ce sont des maçons qui ont été formés spécialement aussi, qui ne connaissaient pas forcément cette technique-là, et donc ont été formés pour retrouver des gestes de maçons plus traditionnels, de comment utiliser la terre, comment faire un enduit aussi en terre, comment faire un joint en terre aussi entre les briques, hein, c'est pas des joints en ciment, hein. Et côté intérieur des ateliers, justement, il y a des vrais enduits de terre, donc ça c'est un détail de ça, c'est de la terre crue, donc mélangée à de la paille, et à de la chaux, ça fait 1,5 cm, je crois, à peu près d'épaisseur, et donc ça fait aussi une matière qui est très belle, qui est très vivante à l'intérieur. Un petit détail technique, c'est la coupe à la fois sur la verrière et puis sur les fenêtres qui sont entre les ateliers et la rue intérieure. Et puis voilà un détail un peu plus loin. Donc là, quand on coupe là-dedans, on coupe à la fois dans la porte, en fait on voit bien par rapport à la photo, on coupe dans la porte là, avec la fenêtre, donc les fenêtres qui sont entre les ateliers et la rue, et puis au-dessus, c'est les fenêtres qui sont entre la rue et l'extérieur. Donc on a la lumière qui vient là-dedans, et puis la lumière qui vient dans la rue, et puis après la lumière, elle repart aussi dans les ateliers. Puis ça permet, ces fenêtres-là, elles s'ouvrent aussi, bien sûr, pour pouvoir ventiler les ateliers, et notamment les laisser ouverts la nuit, en plein été, pour qu'en période de canicule, par exemple, l'air circule et on arrive le matin et c'est beaucoup plus frais. On retrouve bien aussi un système constructif, c'est vraiment un système. Le bâtiment est construit en bois, tient avec le bois, et à l'intérieur, c'est un remplissage donc de ces briques de terre crue qui viennent dans ces cadres-là.
La façade extérieure avec donc ce système assez simple, répétitif, le grand bandeau vitré, les tavaillons de bois donc qui sont à l'extérieur, qui sont aussi on a donné un dessin aussi à ça, une sorte de coupe en biais aussi de ces motifs-là. Donc c'est des tuiles de bois qui sont assez hautes en fait, qui ont plutôt 60 cm de haut là comme ça, et qui se recoupent les unes sur les autres, quoi, qui se chevauchent. À chaque fois, il y a 3 couches superposées pour créer une vraie épaisseur de bois sur la façade. C'est aussi une technique assez traditionnelle qui sont pas forcément très utilisées, mais là qu'on trouve intéressant justement parce que ça fait une belle matière en plus, et c'est pas très cher aussi. C'est une technique assez simple au final, mais qui donnait une texture intéressante. Et on finit donc par quelques photos, la façade dans son contexte avec le parc, puis petit dessin à droite. De cette façade-là, on retrouve la découpe des ateliers. Le bâtiment depuis le sud, où on voit aussi en façade la rue intérieure, on la voit dans la façade, c'est une séquence vitrée en plein milieu. Donc là, comme on est plein sud, en plus, on a mis des protections solaires fixes en métal extérieur, des caillebotis qui ont une inclinaison particulière, d'ailleurs un peu contre-intuitive, parce que ça remonte comme ça sur la façade. Mais cette inclinaison-là, elle permet de laisser passer complètement le soleil l'hiver. C'est la photo de droite, elle est faite l'hiver. Donc ça permet de justement récupérer la chaleur l'hiver, et au contraire, l'été, de bloquer complètement les rayons du soleil qui vont être plus verticaux, et d'éviter des surchauffes l'été. Voilà, après les ateliers à l'intérieur, donc on trouve aussi des mobiliers qu'on a dessinés et puis qu'on peut adapter un peu comme on veut là-dedans avec des cubes en bois. On retrouve aussi l'enduit terre à l'intérieur, et puis les ateliers, voilà, avec cette lumière. En fait, ils ont de la lumière qui vient de tous les côtés. Voilà, la rue intérieure avec tous les éléments dont on a parlé. Les ateliers avec les activités dedans. Et voilà, on a fait le tour de ces 3 bâtiments. Merci.